Non mais sérieux, ça va pas là. Dans son script, tu disais qu'il fallait faire une parodie des Dents de la Mer. Ouais bah écoute, on est en Moselle, alors moi je fais avec les moyens du bord, ok? Bonjour à toutes et à tous, c'est Publius Caedus avec un nouvel objectif. T'es passé enfin les 4000 abonnés? Ah non, c'est un Nikon 35 mm. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film à la réputation assez pestilentielle, Les Dents de la Mer numéro 3. Un film sur lequel il y a, je pense, beaucoup de choses à dire. Mais tout d'abord, nous devons faire l'historique de la saga. Comment parler des Dents de la Mer dans la mesure où absolument tout a déjà été dit dessus? À la base, Les Dents de la Mer, ou Jaws, c'est un roman de Peter Benchley paru en 1974. Un roman pas franchement génial pour le coup. L'histoire est très proche du film, mais avec pas mal de défauts qui ont heureusement été gommés dans l'adaptation. Par exemple, on a toute une sous-intrigue terriblement peu intéressante dans laquelle Matt Hooper et Ellen Brody ont une liaison, avec moult scènes de sexe décrites dans le détail, mais le plus gros problème du roman, c'est les personnages qui sont tous antipathiques. Hooper en premier lieu est un petit con avec un gros complexe d'infériorité, Quint est un homme tyrannique et cruel qui n'hésite pas à jeter ses canettes de bière à la mer, voire à utiliser des bébés dauphins comme appât. Brody enfin est présenté comme un vieux beauf qui ne se rend pas compte qu'il rend sa femme malheureuse. Certains critiques ont souligné que le livre est intéressant pour étudier la sociologie d'une petite ville américaine, ce qui en soi n'est pas faux, mais c'est quand même une sacrée ville de connards. Bref, c'est tout l'inverse du film au final, où les personnages bien développés et sympathiques sont l'une des principales forces. Et c'est ça que la plupart des films de requins sortis par la suite n'ont pas su refaire. Les Dents de la Mer, le film, a eu un énorme succès, a lancé la carrière de Spielberg pour de bon, malgré un tournage très difficile, au point de pousser les producteurs à en produire une suite. Et si au départ il avait été envisagé de faire un préquel sur la mésaventure de Quint à bord de l'USS Indianapolis, ce qui aurait été juste génial. On rentrait d'une mission dans l'île de Tinian où on avait livré une bombe, celle d'Hiroshima, la bombe. 1100 marins à l'avarie. Le navire coulait en 12 minutes. On est resté sans voir un seul requin pendant près d'une heure. Il a finalement été décidé de prendre le moins de risques possible en reprenant la trame générale et le cadre du premier film. Quant à la réalisation, elle a été offerte cette fois au petit français Janos Vark. Dans Les Dents de la Mer, deuxième partie, et pas 2. Les Dents de la Mer 2. Mer 2. Vous l'avez? On suit donc le chef Brody qui soupçonne la présence d'un nouveau requin dans les eaux d'Amity. Encore traumatisé par les événements vécus 4 ans plus tôt, il tente de persuader le conseil municipal de fermer les plages. Encore. Le conseil refuse pour ne pas gâcher la saison touristique. Encore. En parallèle, les deux fils de Brody, Mike et Sean, partent en cachette avec un groupe d'amis pour une virée en bateau qui va rapidement virer à la catastrophe. Le film n'est pas transcendant, sympathique tout au plus. La première moitié est un décalque assez peu intéressant de la première moitié du premier film. La deuxième, par contre, est assez bonne, avec une ambiance de slasher pas désagréable, avec ces jeunes perdus en mer, attaqués ponctuellement par le requin. Et Roy Scheider porte vraiment le film à bout de bras. Ce qui est d'autant plus surprenant quand on sait qu'il n'avait aucune envie d'être là en plus. Il joue très bien un personnage traumatisé, terrifié à l'idée de revivre son cauchemar. Martin, il n'est pas évident. Ah non, je vous vois venir. Vous voulez me dire que je ne sais pas reconnaître un requin? Brody, il n'y a rien là-dessus. Ce sont des plantes, de la boue, où l'objectif était sale. Sale mon cul. D'autant plus que, dans ce film-là, il est seul contre la bête. Le film a connu des critiques très mitigées, mais a très bien marché au box-office, poussant les producteurs à vouloir tenter un troisième film. Il faut savoir qu'à l'époque, le fait de faire une suite, c'est déjà loin d'être systématique, mais alors d'en faire deux... Alors pendant un temps, il est même question de faire un film méta et parodique, intitulé Jaws 3 People 0. Les Dents de la Mer 3, Les Humains 0, qui raconterait de façon décalée un tournage d'une suite des Dents de la Mer. La première scène, par exemple, aurait montré l'auteur du roman, Peter Benchley, dévoré dans sa piscine. Mais bon, du peu que j'en ai lu, ça n'a pas l'air trop ouf, quoi. Enfin, on est loin du génie comique d'un Y a-t-il un pilote dans l'avion, par exemple. Et c'était aussi l'avis de Spielberg, moyen chaud à l'idée qu'on se paye la tête de son film et du tournage très difficile qu'il a vécu à l'époque. Le projet est donc tombé à l'eau. Finalement, les droits de la saga sont rachetés par un producteur de télé nommé Alan Lensberg, qui a un projet très ambitieux. Faire un téléfilm pas cher. Par exemple, pour les scènes des requins, utiliser tout simplement des images issues de documentaires qu'il a lui-même produits. Et pour les scènes d'attaque, filmer des requins qui mangent des mannequins bourrés de viande. Landsberg demande donc à l'un de ses scénaristes, Gordon Trueblood, d'écrire une esquisse. Gordon Trueblood, est-ce que c'est pas le meilleur nom du monde pour écrire des films d'horreur, quoi? D'ailleurs, la base du film final, l'histoire du parc aquatique, est déjà présente dans le script de Trueblood. Universal, qui a quand même moyen confiance en Landsberg et en la qualité de ses productions, dépêche alors Joe Alves pour surveiller un peu l'avancée des travaux. Alves, qui avait été chef décorateur sur le premier film et assistant réalisateur sur le deuxième. Landsberg, qui n'a un peu rien à lui faire faire, l'envoie faire du repérage dans des parcs aquatiques.
ce qui amène Alves à visiter le parc Marineland en Floride et à assister à la projection d'un film en 3D intitulé Sea Dreams, ce qui lui donne une idée, tourner le film en 3 dimensions. En plus, ça permettrait de faire l'excellent jeu de mots très original Jaws 3D, brillamment traduit dans la bande-annonce française en Les Dents de la Mer 3 en relief. Landsberg et Universal apprécient l'idée, mais forcément ça implique de revoir les ambitions du projet à la hausse. Du coup, Universal accepte d'injecter de l'argent dedans et de le distribuer en salle. Mais c'est toujours Alan Landsberg Productions qui se charge de produire le film. A ce stade, le film est plutôt sur de bons rails. Le script de True Blood est retravaillé par Richard Matheson, l'auteur du roman Je suis une légende et scénariste du Duel de Spielberg, et par Carl Gottlieb, qui avait déjà travaillé sur le scénario des 2 premiers films et fait une apparition dans le premier. Par ailleurs, Universal leur impose de faire des fils Brody les héros du film, histoire de garder un lien avec les films précédents. Je t'ai raconté, tu te rappelles l'attaque du requin quand nous étions gosses à Amity? Joe Alves se retrouve lui propulsé réalisateur du film, et il se rend compte qu'il va devoir composer avec de très nombreuses difficultés. Déjà, la 3D au cinéma n'avait pas beaucoup évolué depuis les années 1950. Le tournage a donc commencé avec de vieilles caméras stéréovision que l'équipe a abandonnées au bout d'1 semaine pour passer à des caméras Arivision, un procédé récent et beaucoup plus abouti. Mais quelques plans filmés avec les premières caméras ont quand même réussi à finir dans le montage final et elles se voient pas mal, assez désagréables pour les yeux avec souvent des problèmes de mise au point. Une autre difficulté vient des effets spéciaux. D'une part, les images d'archives de requins utilisées dans le film devront être converties en 3D, ce qui pour l'époque était un vrai casse-tête. Ensuite, le film se déroulant en grande partie sous l'eau, c'est l'un des premiers à utiliser des fonds verts, au lieu des traditionnels fonds bleus. Enfin, il est décidé assez tôt de ne pas utiliser de trucage optique traditionnel pour les incrustations, mais de plutôt miser sur un système dernier cri, l'Electronic Compositing, un système de composition qui fonctionne par bande vidéo et qui semble très prometteur. L'inconvénient étant que les images finissent avec une résolution un peu plus faible. Mais vu que les incrustations ne concernent que des plans sous-marins, c'est pas grave, en fait c'est assez cohérent que ces images soient légèrement floues. Le projet est quand même passé d'un téléfilm au rabais à une super production très ambitieuse avec des effets à la pointe de la technologie. Mais c'est toujours produit par un studio de production issu de la télé et réalisé par quelqu'un qui n'avait jamais réalisé de long métrage de sa vie. Retenez bien ça peut être important pour la suite. Bon, alors je vais résumer le film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Une dizaine d'années après les événements du second film, Mike Brody travaille dans un parc aquatique nommé le SeaWorld, qui s'apprête à inaugurer une toute nouvelle attraction, le royaume sous-marin. Il file le parfait amour avec le Dr Kay Morgan qui dresse les dauphins du parc et reçoit la visite de son frère Sean. En parallèle, des membres du staff sont attaqués par un requin dans le lagon. Celui-ci est rapidement capturé et exhibé au public, mais il meurt, ne supportant pas la captivité. Cependant, le Dr Morgan se rend compte que le diamètre de la mâchoire du squale ne correspond pas vraiment à celle des blessures. Et finalement, on réalise que le requin en question n'est que le bébé d'un autre grand blanc, qui ne tarde pas à semer la terreur parmi les visiteurs. Et là vous me direz, c'est plutôt pas mal comme intrigue, c'est original, on s'éloigne de la formule des 2 premiers films. L'idée d'avoir des scènes d'attaque non pas sur l'eau, mais sous l'eau, franchement c'est prometteur. Et il y a même un petit message à la Sauver Willy assez précurseur sur les conditions de vie des animaux dans les Marineland. En plus, le casting a été assez bien choisi. On trouve un tout jeune Dennis Quaid qui obtient là son premier grand rôle au cinéma. On a Bess Armstrong, essentiellement connu pour sa carrière à la télévision, mais qui est tout à fait crédible en biologiste marine. Notons aussi Lou Gossett Jr. dans le rôle de Calvin Bouchard, assez charismatique en patron cupide, et surtout Simon McCorkindale, qui est surtout connu en France pour la série Manimal dans le rôle de Philip Fitzroy, un chasseur de monstres marins un peu arrogant mais finalement assez sympathique, qui fait un peu penser à un genre de commandant Cousteau avant qu'il devienne écolo. Et enfin on a le premier rôle au cinéma de Lauren McFly, Lea Thompson, ce qui fait toujours plaisir. Par contre, on va essayer d'aborder ce qui ne va pas dans le film dans l'ordre. Déjà voyons les problèmes dus au tournage. Alors, Dennis Quaid sniffait de la coke comme un putain d'aspirateur. Et ça se voit. Et ajouter à ça le fait que son personnage est quand même assez plat et assez passif dans l'histoire, du coup il est pas très attachant quoi. Ils ont essayé de lui donner une sous-intrigue avec le personnage de Bess Armstrong, lui veut quitter le parc pour changer de vie, elle est trop attachée à son travail. Ce qui est en fait exactement la même intrigue que celle de Paul Newman et Faye Dunaway dans La Tour Infernale. Et comme dans La Tour Infernale, passé les 2-3 premières scènes, on n'en reparle plus jamais. En fait, toute la première moitié du film sert à présenter les personnages de Sean, Mike et Kay. Mais vu qu'à part rigoler bêtement, flirter un peu et discuter 5 minutes, ils font rien et qu'ils n'ont pas vraiment d'histoire à eux, on s'y attache pas et on s'en fout. Pareil malheureusement pour le personnage de Calvin Bouchard. Il est sous-utilisé et du coup, à part être le cliché du méchant patron capitaliste, il est pas intéressant quoi. Écoutez, je vends les billets, je dirige cette affaire et je prends les décisions. Faites le transfert. Je veux que le public fasse la queue tout de suite pour voir le requin. Apparemment le film était prévu pour durer 2 heures à la base.
comme les 2 premiers films à peu près. Mais Alan Landsberg aurait exigé de le réduire à 1h30, histoire de pouvoir faire plus de projections par jour et donc de gagner plus d'argent. Et du coup, pas mal de développement de personnages a fini sur le sol de la salle de montage. Mais il y a un autre problème avec ce scénario. Ça finit trop vite. La première moitié est très mollassonne, et quand le grand blanc passe finalement à l'action, bah non seulement il tue aucun visiteur, et ça c'est quand même un sacré comble, mais en plus bah ça finit super vite, il n'y a pas vraiment de sensation de danger, et on reste sur notre faim quoi. Mais malheureusement c'est pas le seul truc que Landsberg a foutu en l'air au dernier moment. Et il va falloir parler des effets spéciaux. Alors vous avez compris que ça aurait dû être un film à la pointe de la technologie, et ça, bah, ça implique plusieurs choses. Déjà du temps, et possiblement des rallonges de budget. On peut pas tout réussir du premier coup. Et ça, c'est pas le genre de Landsberg, vous l'aurez compris. De plus, apparemment, des techniciens d'effets spéciaux auraient fait un peu de lobbying auprès de lui pour qu'il laisse tomber l'électronique compositing que eux considéraient comme une menace pour leur activité. Et finalement, Landsberg leur a donné raison, la société d'effets spéciaux PSE a été renvoyée, et c'est une nouvelle boîte, spécialisée dans les effets traditionnels, Praxis Filmwork, qui a hérité de la tâche de refaire tous les plans truqués du film. Moins de 10 semaines avant sa sortie en salle, qui n'a pas été décalé. Praxis, j'écoute. Les effets spéciaux des Dents de la Mer 3 ? Ouais, je les commande, oui. En 3D, en 3D. Oui, ça doit pouvoir se faire, oui, bien sûr. Ah, et plus beaucoup de budget comment ? Bon, je pense qu'on peut s'arranger, mais 2 mois. Attendez, 2 mois pour... On se retrouve donc avec des effets qui oscillent entre le tout juste passable et le carrément dégueulasse, notamment pour le plan final du requin qui brise la vitre, qui était vendu comme le plan le plus ambitieux du film, le plan iconique que tout le monde allait garder en tête, et... D'ailleurs, quelques rares images des plans truqués via Electronic Compositing ont fuité plus tard, notamment le plan final, et bon, je vous laisse comparer. In Hollywood, this is called the money shot. That dramatic sequence at the end of an action film that lures you into pulling money out of your wallet and buying a ticket. Le film est juste pas fini. Pour que vous compreniez le niveau de rush qu'ont dû subir les équipes, il y a carrément un fond vert qui a fini dans la version finale du film. Enfin, c'est du délire. Le film est finalement sorti aux États-Unis le 22 juillet 1983. Et contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ça n'a pas été un bide en fait. Le premier week-end de sa sortie, il était même premier au box-office américain. Mais Universal a exigé de le retirer des salles assez rapidement, sans vraiment qu'on sache pourquoi, apparemment pour sortir d'autres films en 3D. Mais dites-vous que dans certains cinémas, quand il a été retiré, il faisait plus d'entrées que le retour du Jedi. Il aurait pu rapporter beaucoup plus s'il était resté en salle plus longtemps. Et si on prend les critiques, bah, elles ont été plutôt négatives, mais pas non plus cataclysmiques. On a parlé d'un film au mieux regardable, un film catastrophe, routinier à la Irvin Allen. Par contre, la 3D a été très appréciée par ceux qui avaient eu l'occasion d'assister à une vraie bonne séance, ce qui, pour l'époque, était plutôt rare, malheureusement. La plupart des critiques ont pointé du doigt des personnages assez inconsistants, ce qui n'est pas faux, comme j'ai dit, et un scénario décevant pour du Richard Matheson, parce que oui, bah, c'est plutôt son nom à lui qui a été mis en avant, plutôt que celui de Garden True Blood. En somme, le film privilégierait la forme plutôt que le fond. Un peu comme Avatar 2, mais en plus mauvais quand même. Et la réputation du film n'a fait que se dégrader au fil du temps, puisqu'il a vraiment extrêmement mal vieilli. Et encore aujourd'hui, il reste très souvent moqué comme un exemple de ce que les années 1980 ont pu produire de pire en termes d'effets spéciaux foireux. Au final, Les Dents de la Mer 3 s'avère être un beau gâchis, parce que je pense qu'il y avait vraiment matière à faire un bon, voire peut-être même un excellent film, parce qu'il y a quand même des qualités. Le pitch de base, comme dit, est vraiment pas mauvais, les acteurs font le job pour la plupart, la musique, signée Alan Parker, pas celui qui a réalisé Midnight Express, un autre, est vraiment pas mal, et puis surtout, il y a l'argument massu, la 3D. Alors on va évacuer un truc vite fait, la version 2D est juste dégueulasse. L'image est granuleuse et parfois floue, les effets ne ressemblent à rien et sont complètement ridicules. Mais c'est normal. Ils n'ont pas été prévus pour être visionnés comme ça. Et si pendant longtemps seule la version 2D était visible, que ce soit en cassette ou en DVD, et même en salle en fait, puisque les cinémas équipés 3D, ça court pas les rues, surtout en 83. Le film il est sorti en Blu-ray en 2016, avec la version 3D incluse. Et si vous êtes équipé pour, je dirais que ça vaut carrément le détour. Alors le problème c'est que je peux pas illustrer, mais je vous assure que certains plans qui ne fonctionnent pas en 2D
fonctionne vraiment très bien. Bon, il y en a d'autres qui marchent pas trop, je crois qu'il y a des problèmes de profondeur de champ parfois un peu mal gérés qui font que vos yeux arrivent pas trop à faire une mise au point, mais la plupart du temps ça marche. Et beaucoup d'incrustations passent beaucoup mieux à l'image. Vu que la 3D crée de la profondeur, on a beaucoup moins l'impression de voir une image découpée devant un fond plat. Tout n'est pas parfait, hein, clairement, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup d'œil. Et je trouve assez dommage que pas mal de vidéastes qui ont pu parler de ce film n'aient pas pris la peine de voir le film en 3D, donc tel qu'il a été pensé. Même si je suis conscient que, effectivement, l'équipement 3D, c'est pas donné à tout le monde. En conclusion, voyez la version 3D si vous êtes équipé, ne serait-ce que par curiosité, hein, pour voir ce que valait la 3D de l'époque. Par contre, si vous n'êtes pas équipé, franchement, ne voyez pas la version 2D, quoi. Déjà, c'est pas rendre justice au film, et c'est, je pense, quasiment impossible de l'apprécier, ne serait-ce qu'un peu dans des conditions pareilles. Notez également que le film a malgré tout quelques fans irréductibles, principalement parmi les amateurs de 3D, mais pas que. Je vous conseille particulièrement le site joss3d.com, tenu par un Français, fan du film, qui est une vraie mine d'informations, sur laquelle je me suis pas mal appuyé pour cette vidéo. Il y a tout, quoi, c'est vraiment supra complet. Et c'est vraiment surprenant de tomber là-dessus, parce que des sites de fans très complets sur Star Wars, sur Harry Potter, il y en a plein, normal, quoi. Mais là, c'est des Dents de la Mer 3, quoi. Enfin, pour en finir avec l'histoire de la saga, eh bien, les droits sont revenus à Universal plus tard, et son président, Sidney Sheinberg, a décidé de produire un 4e film. Un film qui ne tiendrait pas compte de ce truc ringard là, produit par un vrai studio, réalisé par un vrai réalisateur, et produit en 8 mois. 8 mois pour un long métrage? Ce qui a donné un bon gros nanar qui sent bon le « on n'a pas le temps » à tous les niveaux, que ce soit au niveau du scénar ou de la réalisation d'ailleurs. On n'a qu'à dire que c'est l'histoire de Brody qui... Ah non, putain, on a pu rusher là. Non, on n'a qu'à dire que c'est l'histoire de sa femme qui est attaquée, elle et sa famille, par un requin du coup. Et en fait, le requin, il veut venger ses amis requins des films d'avant. Et c'est complètement... Bon, allez, ça part en prod. 6 months later. Bon alors écoute, tu vas retourner la femme pour que le mec mort il survive et le requin tu le fais exploser. Mais c'est pas possible, on a déjà tourné... C'est complètement débile en plus. Ta gueule et fais ce qu'on te dit. Et mets des images du premier film en flashback aussi, les gens ils vont aimer. Et on a un super bruitage de Tom et Jerry pour rendre le requin plus effrayant. Allez, dépêche-toi connard. Et tout ça a donné un film qui est déjà beaucoup plus mauvais que le 3. Voir, salopard! Mais surtout un film qui revient très souvent quand vous cherchez des listes des plus mauvais films de l'histoire sur internet. Un film qui a tué la saga Jaws au cinéma, ce qui n'est pas plus mal, hein, on va pas se mentir, parce que vraiment à un moment il faut savoir s'arrêter quoi. Mais surtout un film qui a tué la carrière de son réalisateur, Joseph Sargent, ce qui est assez dommage parce que c'était quand même loin d'être un tâcheron, mais dans des conditions pareilles il pouvait pas faire de miracle. Et c'est pareil pour le 3 en fait, c'est peut-être ça la vraie morale de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, vous pouvez me suivre sur Twitter si vous voulez, et moi comme d'habitude je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo.